nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Le président de la République a annoncé dans son discours du 31 décembre 2022 la réhabilitation, et là je le cite, et la modernisation des aéroports de Tico, Bertois et Kribi qui permettront, a-t-il dit, de desservir toutes les régions de notre pays par voie aérienne. Plus que ces trois sites, c'est peut-être tous les aéroports du Cameroun qui mériteraient une cure de jouvence. Les problèmes sont nombreux. Infrastructures vieillissantes, absence des services de base pour tout aéroport du 21e siècle, j'en passe. Comment transformer le visage de nos aéroports pour les rendre plus attractifs et compétitifs? Nous poserons la question à notre invité, Dr Fritz Ntonnet, le président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Dr Fritz Ntonnet, bonjour. Bonjour Bruno. Merci d'accepter notre invitation pour cette émission. Alors, j'ai eu un peu de mal à vous présenter tout à l'heure parce que j'ai du mal à savoir si je dois dire monsieur le délégué, monsieur le président, parce que vous êtes depuis 2021 président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun. Alors, quelle est la casquette qui vous convient le mieux? Oh, toutes ces casquettes-là sont valables. Ça dépend de celui qui m'interpelle et du degré d'affection ou le regard qu'il porte sur moi. Monsieur le Président, Monsieur le délégué, docteur, il y en a même qui m'appellent tout court, Monsieur Ntonnet. Oui, oui c'est valable. Aucune de ces casquettes, vous n'avez aucune préférence, c'est chacun qui choisit celle qui lui convient? Personnellement, je n'ai pas de préférence. Donc, l'essentiel, c'est que je réponde. Oui. Et je me reconnais dans toutes ces casquettes. C'est aussi bon d'avoir plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Oui. Alors, merci en tout cas de nous recevoir pour cette émission. Lorsqu'on a été quelqu'un comme vous, d'hyper actif, vous avez été à la communauté urbaine de Douala le délégué, donc vous étiez hyper actif, et aujourd'hui, vous l'êtes un peu moins. Quel est votre quotidien? Est-ce que vous travaillez un peu moins qu'il y a quelques années quand vous étiez encore délégué, ou alors il n'y a pas grand-chose qui a changé dans votre quotidien? Il n'y a pas grand-chose qui ait changé. Les activités dépendent de leur nature. On peut être en hyperactivité physiquement et puis en hyperactivité intellectuellement. Je crois que physiquement, le régime a baissé un tout petit peu, mais intellectuellement, je pense même que le régime a augmenté. Alors effectivement, depuis mai 2021, le président de la République vous a nommé président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun, convenant qu'en termes d'activité, ce n'est pas pareil que délégué du gouvernement ou même directeur de l'hôpital à Quintini. Hein? Oui, en termes d'activité, comme je le disais tantôt, c'est physiquement moins éprouvant,
mais intellectuellement, ça demande beaucoup de travail, parce que diriger un conseil d'administration à la lumière des nouvelles dispositions pertinentes de la loi de 2017 qui renforce la responsabilité du conseil d'administration. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et c'est cette impulsion que je dois donner et maintenir au sein du conseil d'administration pour mieux encadrer la direction générale. Alors, parlons justement des aéroports du Cameroun. Quel est l'état de santé des aéroports du Cameroun aujourd'hui? Or, l'état de santé des aéroports du Cameroun, je peux dire que c'est un état moyen. C'est un état qui permet juste d'assurer l'essentiel de l'exploitation. Mais au point de vue standard, la plupart de nos aéroports ne répondent plus aux standards internationaux. En dehors, peut-être, de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, qui, en juillet de l'année passée, a eu sa certification. La certification catégorie A, ça veut dire que au niveau international, l'internationalité de cet aéroport est aux normes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de complaisant dans cette certification-là? Quand on regarde l'aéroport de Yaoundé-Simalène dont vous parliez là, il y a un certain nombre de choses qui manquent. Prenons par exemple Internet. C'est quand même incroyable un aéroport comme celui-là qui n'a même pas Internet pour les passagers qui débarquent ou alors qui embarquent, non? Je crois qu'il y a l'Internet dans nos aéroports internationaux, mais je ne peux pas certifier sa stabilité. Donc, je crois que ça fait partie du confort des passagers, des usagers, et la direction générale y veille au quotidien, puisque c'est très souvent que même en temps normal, le réseau n'est pas toujours au top. Alors, le président de la République, je le disais en introduisant cette émission, a annoncé dans son discours du 31 décembre 2022 la réhabilitation d'un certain nombre d'aéroports, donc Tico, Bertois et Kribi. Alors, depuis cette annonce du président de la République, est-ce que un travail a déjà commencé dans ce sens-là? Oui, en décembre dernier, lors de son adresse, effectivement, le président de la République a fixé le cap, du moins par rapport à ces trois plateformes aéroportuaires en particulier, et en général, toutes les plateformes que dispose notre pays. Le ministre des Transports a relayé cette haute volonté du chef de l'État lors donc de la cérémonie de présentation de vœux qui a réuni vraiment tous les intervenants du secteur transport. Et il a réitéré. Maintenant, les acteurs sur le terrain, pour implémenter cela, il y en a deux principaux au niveau opérationnel. C'est ADC, les aéroports de Cameroun, et CCAA, Cameroun Civil Aviation Authorities. Et ces dossiers sont suffisamment avancés. C'est la CCAA qui assure donc la maîtrise d'ouvrage de ces travaux qui seront lancés incessamment, avec donc la collaboration de toutes les parties prenantes. En dehors donc de ADC, il y a le ministère des Transports, bien entendu, le ministère des Travaux publics, et j'en passe, les autres ministères d'appui, finances, Minepat et autres.
Donc c'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier qui va démarrer incessamment. Alors, votre compétence s'étend sur combien d'aéroports? Enfin, il y a combien d'aéroports qui sont identifiés au Cameroun et sur lesquels vous étendez votre compétence? Oh, je crois qu'il y en a 9. 9. Oui. Et le portefeuille de ADC couvre 7. 4 aéroports internationaux et 3 aéroports secondaires. Le Septentrion a 2 aéroports internationaux. L'aéroport international de Maroua-Sarak Oui. et l'aéroport international de Garoua. Et bien entendu, les 2 autres, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et l'aéroport international de Douala. Pour ce qui est des 3 autres aéroports secondaires, nous avons l'aéroport de Ngaoundéré, l'aéroport de Bamenda et l'aéroport de Bertois. Donc, Bafoussam et Tuiko sont, pour des raisons d'ordre technique et logistique, pour le moment gérés par la CCA. Alors, aujourd'hui, vous avez reconnu que l'état de santé des aéroports du Cameroun était moyen. Alors, est-ce que, en termes de travaux, si on prend un aéroport comme celui de Douala, est-ce que ce qu'il y a à faire, ce n'est simplement pas de créer un autre aéroport plutôt que de continuer dans des travaux de rafistolage qui ne réussissent pas à donner un visage moderne à un tel aéroport? Est-ce que l'aéroport de Douala n'a pas vécu? Oui, l'aéroport de Douala a vécu, ça fait plus d'une trentaine d'années. Et vous êtes certainement au courant que depuis 2016, il y a un grand programme de rénovation de cet aéroport passager de Douala, de l'aéroport international de Douala. Il y avait donc 2 composantes. La composante chaussée aéronautique, c'est-à-dire la piste. C'est-à-dire la piste? Oui, qui a déjà été fait. Et la deuxième composante, donc, la rénovation complète donc, de l'aéroport, le moderniser et le mettre dans les normes internationales. Donc, ce dossier est un dossier d'actualité. Les études sont pratiquement bouclées, mais comme c'est des grands travaux, je pense que d'ici la fin de l'année, trop tard, début de l'année 2024, les travaux vont commencer effectivement sur le terrain. Vous savez que c'est des travaux complexes en ce que ce n'est pas facile de réhabiliter, de travailler dans un aéroport en exploitation. Donc c'est toutes ces précautions-là que nous sommes en train de prendre pour que les travaux démarre effectivement. Mais justement, Fritz Ntonnet, alors le problème aujourd'hui, il y a eu avant que vous n'arriviez aux aéroports du Cameroun, d'autres travaux de ce genre. C'est pour ça que on a le sentiment qu'il s'agit de rafistolage qui ne vont pas fondamentalement changer le visage de cet aéroport, notamment celui de Douala. Est-ce que l'idéal ne serait pas de construire carrément un autre aéroport pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus adapté à notre époque? Oh, cet idéal n'est pas exclu. Oui. Mais pour le moment, de ce que je sais, oui. des études qui sont déjà pratiquement matures, si ces travaux se réalisent, vous aurez un aéroport moderne qui peut encore faire face au trafic pendant 30 à 50 ans. Oui, oui. Alors, autre problème qu'on observe avec les aéroports du Cameroun, c'est l'occupation anarchique des zones aéroportuaires. Est-ce que c'est un problème qui arrive à votre niveau? Oui, c'est un problème permanent oui. qui préoccupe non seulement les responsables de ce secteur, mais les pouvoirs publics. Parce que il y a eu, il faut le reconnaître, sous la pression démographique, l'occupation anarchique et illicite du domaine aéroportuaire. C'est pas seulement à Douala,
Et Yaoundé vit ces mêmes phénomènes. J'ai fait le tour des aéroports de Saint-Antoine, en dehors de l'aéroport de Maroua-Sala, qui est bien clôturé. Les autres aéroports demandent aussi que on arrête au moins ce phénomène. Vous avez dû suivre de temps en temps les opérations ponctuelles qui sont menées, qui consistent à libérer progressivement l'espace, le foncier, et les sécuriser. Dès ma prise de service, j'ai trouvé que c'était un dossier d'actualité que nous avons bien suivi. Et vous avez vu qu'à l'aéroport international de Douala, on a repoussé les populations au moins de 50 mètres pour gagner autour de 2 hectares. Ces opérations vont donc se passer parce que régulièrement, parce que le volet social nous impose un certain nombre de précautions à prendre. C'est pas parce que les gens sont installés de manière illicite Depuis longtemps. Oui. C'est pas parce que on a le pouvoir, l'autorité, que nous mettons subitement en l'air comme ça la vie des paisibles Camerounais. Donc il y a tout un mécanisme en collaboration avec les autorités administratives et autres pour que, si on ne peut pas parler d'indemnisation à proprement parler, qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Une autre opération est déjà envisagée pour qu'on libère le maximum que l'on puisse faire. Parce que les gens ne regardent que la partie aéronautique. Oui. Mais l'aéroport, c'est aussi les activités extra-aéronautiques, les boutiques et autres. Il faut que ce soit un environnement complet, attractif économiquement, pour que l'aéroport soit aussi productif. Oui. Alors, et c'est justement l'une des faiblesses des aéroports du Cameroun, par exemple, les boutiques. Il n'y en a pas tant que ça. Dans tous les grands aéroports du monde, il y a des free shops. Il y a un free shop à l'aéroport de Yaoundé, mais ça reste encore assez timide. Il y a quelques années, ça n'existait même pas. C'est quoi le problème? Ce sont des opérateurs économiques qui ne se sentent pas très attirés par un tel business. C'est quoi le problème? Alors, le problème est assez complexe parce qu'il faut qu'on allie d'un côté la nécessité d'une exploitation positive et de l'autre côté les mesures de sécurité. Et ce problème a été plus criant quand il y a eu la pandémie. C'est-à-dire que les zones internes de l'aéroport, à partir de l'embarquement, c'est-à-dire de l'enregistrement jusqu'à l'embarquement, il n'y avait pas accès, jusqu'à présent, il n'y a pas accès facile aux accompagnateurs. Parce que l'activité commerciale concerne les voyageurs, concerne aussi les accompagnateurs. Voilà. Oui. Alors, si vous venez accompagner quelqu'un, on vous dit restez dehors, c'est quand même quelques clients que nous perdons. Tout à fait. Mais nous sommes donc en train de vouloir concilier les deux pour que les zones de sécurité soient bien circonscrites par rapport aux zones de circulation. Parce que le facteur sécurité et sûreté des aéroports est primordial. Oui. Donc, il est question pour vous aujourd'hui de créer un cadre qui à la fois protège les voyageurs, mais également que les accompagnateurs ne soient pas lésés. Parce que ce qu'on observe dans nos aéroports internationaux aujourd'hui, c'est que les accompagnateurs sont pratiquement chassés. Impossible d'accompagner quelqu'un, d'attendre le temps qu'il embarque, ainsi de suite. Donc, il faut créer un environnement qui permette que les deux soient protégés. De toute façon, nous allons créer un environnement qui protège et satisfait tous les usagers. Pour le cas précis de l'aéroport international de Douala, il y a d'abord
la partie aérogare, là où on fait les enregistrements. Oui. Bon. Il y a tout ce qui est extra-aéronautique en termes d'exploitation, les boutiques et autres qui sont prévus aussi dans ce projet, que ce soit à l'intérieur de l'aéroport, que ce soit à l'extérieur de l'aéroport. Bon, il y a une autre composante qui va s'intéresser au fret. Oui. Voilà, parce que le fret aérien aussi doit être développé. Hein. Et puis, il y a une partie qui va s'intéresser à ce qu'on appelle l'aviation légère. Les petits avions, bon, ça se faisait attention. Donc, il y a ces 4 grandes composantes qui vont faire en sorte que toutes les parties prenantes seront là. L'aéroport doit aussi être un bon milieu d'affaires. Oui. Vous avez raté votre vol, vous attendez votre vol, il faut que vous trouviez des espaces bureautiques et autres pour le faire. Donc, c'est un vaste programme, hein, subdivisé en composantes. Hein. La composante la plus importante dans un premier temps, c'est d'abord l'aérogare. Ensuite, on va améliorer le fret, hein, hypertrophier et agrémenter toutes les autres activités extra-aéronautiques, et puis s'occuper aussi des hommes d'affaires qui utilisent des petits avions et autres. Donc, voilà grossièrement le grand projet que nous avons pour l'aéroport international de Douala. Alors, vous avez, vous et moi avons la chance de voyager de temps en temps, de sortir du Cameroun, vous un peu plus que moi. Quand vous vous retrouvez, par exemple, dans un aéroport comme Addis Abeba ou bien à l'aéroport de Nairobi au Kenya ou bien le nouvel aéroport de Dakar et tout, vous qui venez de votre aéroport de Douala ou de Yaoundé, vous devez être un peu gêné, non? Oui, disons que n'importe qui serait gêné et se dit, mais qu'est-ce qu'eux, ils ont plus que nous? Voilà. Peut-être leurs cerveaux sont mieux fabriqués que les nôtres. Peut-être. Ouais. C'est pour cela que l'ambition du chef de l'État par rapport aux aéroports, surtout les aéroports internationaux, c'est de les hisser aux standards internationaux. Je voudrais dire que si vous prenez Douala par exemple, Oui. Douala de par sa position, le Cameroun même de par sa position, devait jouer un grand rôle d'Europe. Absolument. Et oui. Vous convenez avec moi Voilà. qu'avec le visage qu'on voit de l'aéroport de Douala, Oui. il est impossible d'en faire un hub. Non, ce n'est pas qu'il est impossible d'en faire un hub. Vous faites un hub comment avec un tel aéroport? Non, je suis en train de vous dire que les projections Oui. qui ont été faites dans le plan quinquennal de développement des aéroports du Cameroun que nous venons de valider hein, lors du conseil d'administration du 23 décembre de 5 ans, donc prévoit que Douala, Yaoundé, qu'on récupère progressivement cette position naturelle. Absolument. Voilà. Ça ne se décrète pas. Il faut donc les infrastructures. Il faut un travail. Un travail, les infrastructures. Il faut améliorer les équipements, insister sur les normes, travailler sur la gouvernance, hein, pour que nous atteignions ce point qui améliore donc l'attractivité de nos aéroports. C'est un problème d'attractivité qui dépend donc de ces 4 facteurs, ces 4 piliers. C'est-à-dire la gouvernance, il faut qu'elle soit bonne. Il faut que l'exploitation soit améliorée. Il faut qu'on développe les infrastructures, les équipements et qu'on soit très pointilleux sur les normes. C'est-à-dire les aéroports doivent être certifiés. En dehors des aéroports, il y a aussi les normes internes. Nous venons donc de mettre même en place, au sein de la direction de ADC, 2 structures incontournables pour la bonne gouvernance. Donc, l'audit interne et le contrôle interne. Vous savez aussi que, en perspective
de tout ce que nous voulons dire. Il faut les moyens, il faut des stratégies. Ce n'est pas pour rien que ADCSA a été retenu parmi les entreprises publiques qui doivent être introduites à la bourse. Parce que tout cela demande de l'argent, tout cela demande des montages financiers particuliers, tout cela demande une gouvernance sans faille, une transparence en tout temps. Oui. Donc, nous sommes donc en train d'entrer à la bourse. Je peux même vous dire que le conseil d'administration a déjà pris acte. L'Assemblée générale ici a déjà pris une résolution pour cela. Hein. La direction générale vient donc de lancer un appel à manifestation pour les sociétés de bourse qui doivent donc nous accompagner dans cet exercice. Et c'est fait sur un mode urgence. Parce qu'il faut qu'à l'horizon, mois de juin, que nous voyons déjà clair. Hein. Donc, il y va de la crédibilité. Oui. Donc, de cette façon-là, je crois que nous pouvons impliquer tout le monde hein, dans cette démarche, dans ce mécanisme. Oui. Parce que quand on entre dans la bourse, oui. Ça veut dire qu'il y aura hein, des ressources pas additionnelles, mais il y aura des mécanismes qui font intervenir hein, d'autres partenaires, d'autres personnes de bonne volonté. Et surtout cela, être en bourse exige une certaine transparence hein, et une certaine rigueur. On n'a même pas de choix. Oui. Donc, on n'a pas de choix. Donc, c'est pour cela qu'il y aura une première phase diagnostic, faire d'abord l'état des lieux, quel est le niveau donc, de notre gouvernance, dégager un certain nombre de recommandations pour rectifier un peu le tir, pour capaciter donc l'entreprise à pouvoir faire face à tout cela. Donc ça va entraîner aussi beaucoup de changements, changement de mentalité, peut-être le changement d'homme, puis le changement de la manière de faire. Parce que être coté à la bourse, ça veut dire que c'est des exigences. Hein. Des exigences. Oui. C'est-à-dire que, comme disaient les anglo-saxons, le principe d'accountability, oui. C'est-à-dire rendre compte, ça doit être transparent. Absolument. Et puis rigoureux. Oui. Je pense que c'est une bonne chose que nous soyons obligés d'être obligés de nous mettre au pas. Oui. Alors, 9 aéroports aujourd'hui dans votre escarcelle. Alors, est-ce que le Cameroun a vraiment besoin de ces aéroports? Quel est le niveau de trafic dans ces différents aéroports? Ou alors, on se vante seulement d'avoir beaucoup d'aéroports au Cameroun sans qu'on voit vraiment l'impact réel dans le quotidien des Camerounais? Est-ce qu'il y a un trafic réel dans la plupart de ces aéroports-là? Le trafic est conditionné par tout ce qu'on a dit là en amont. Voilà. Si toutes les conditions sont remplies, il y a des aéronefs, les prix sont abordables, ce n'est pas les mouvements des personnes et des biens qui manquent. Ce n'est même pas une sorte de pléthore, non. Je crois que chaque région de notre pays a droit au moins à un aéroport. Il y a des régions par d'autres critères qui peuvent avoir deux. Bon. Donc, ce n'est pas un pléthore. C'est un besoin qui a été identifié. C'est pour cela que ceux qui ont créé, l'État qui a créé ces aéroports, les a créés. À nous maintenant de faciliter la tâche. Il n'y a pas d'aéroport sans avion. Bah oui. Et puis, inversement, il n'y a pas d'avion sans aéroport. Donc, les deux sont liés. Les deux sont liés. Or, aujourd'hui, on a une compagnie de transport aérienne locale qui peine à prendre véritablement son vol, y compris même pour des vols domestiques.
Je pense qu'il faut relativiser les choses. Oui. Toute proportion gardée. Depuis que je suis à ADC, et nous travaillons ensemble, puisque Cameco, pour ne pas les citer, Absolument. est aussi membre du conseil d'administration de ADC. Je crois que le trafic s'améliore. Les infrastructures s'améliorent parce que le parc d'aéronefs s'est amélioré. On reprochait aussi à Cameco le manque de rigueur dans les horaires. Absolument. Je crois qu'à 80-90%, c'est respecté. Il suffit donc de balader votre micro à nos compatriotes du Septentrion. Vous allez lire leur satisfaction relative, c'est-à-dire, ce n'est pas encore ça à 100%, mais par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, il y a déjà une régularité de vol. Je crois que progressivement, il y aura un intérêt. Je vous prends un exemple simple. Allez-y. Un exemple simple. Prenez l'aéroport secondaire de Bafoussam. Hein? Vous pensez que c'est les passagers qui manquent pour aller à l'ouest tous les jours, tous les week-ends? Ah non. C'est la rotation des avions qu'il faut améliorer. Et puis les conditions. Donc, je crois que tous ces aéroports qu'on a cités ont des raisons d'être. Voilà. Des raisons d'être et de s'améliorer. Prenez Kribi. Kribi est une zone qui se développe. Oui. Voilà. Qui se développe et puis ça sera un autre centre des affaires et autres avec le port, le tourisme et puis bon. Donc il faut améliorer les voies de desserte de Kribi. C'est pour cela que ce soit la voie par route, que ce soit par le chemin de fer ou par les airs. Par les airs, il faut qu'on ait la possibilité et l'accessibilité facile à tous ces choses-là. Donc, c'est ce à quoi on s'attelle. Sortons de ce sujet, si vous le voulez bien, avec une dernière question. Quel est le délai que vous vous donnez pour l'amélioration du visage des aéroports du Cameroun? Est-ce que vous êtes fixé à un certain délai? Je pense que le délai est contenu dans le plan quinquennal que nous venons d'approuver. Je crois aussi qu'il y aura possibilité d'accélérer les choses avec l'avènement de notre introduction à la bourse. Donc, d'ici 5 ans, vous allez voir que ces visages vont, le visage de nos aéroports vont. De toute façon, dès 2023, vous verrez déjà les mouvements sur le terrain par rapport donc à ces 3 aéroports. Voilà. Et je vous ai déjà certifié que pour ce qui est de l'aéroport international de Douala, qui est quand même un aéroport dans la capitale économique, c'est un gros morceau qui sera mieux avalé d'ici 2 ans. En tout cas, on reviendra vous voir à cette occasion. Voilà. Voilà. Je vous propose, Dr Fritz Ntoné, de prendre une petite pause et nous revenons dans quelques secondes pour la suite de cette émission. Voilà, retour dans cette émission, dans cette édition de votre émission Autant le dire avec notre invité Fritz Ntoné. Il est médecin de formation, il est le président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun et il fut pendant 14 ans délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Douala. Alors, 14 ans comme délégué à la communauté urbaine de Douala. Alors, quand vous regardez cette ville aujourd'hui, votre ville, quel est le sentiment que vous avez? Est-ce que vous en êtes fier? Oui, je suis à plusieurs titres fier de la ville de Douala.
c'est ma ville natale. C'est en volume, démographiquement, la plus importante, c'est la capitale économique. Donc, je suis conscient des contraintes qu'il y a à satisfaire tous ceux qui vivent à Douala, tous ceux qui arrivent à Douala. C'est pour cela que je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je suis fier de la ville de Douala. Alors, fier d'une ville qui est connue pour son désordre. Lorsque vous étiez délégué du gouvernement, l'un de vos combats, c'était la lutte contre effectivement le désordre urbain. Est-ce que c'est un combat que vous pensez avoir remporté aujourd'hui avec un peu de recul? Ce n'est pas un combat qu'on peut remporter soi-même. C'est un combat collectif que nous devons remporter. Le plus important, c'est de garder les choses dans des proportions acceptables. Voilà. Donc ce combat est réel, il est permanent. Et tous les chefs d'exécutif qui se sont succédés et qui vont arriver feront face à la même réalité. À la même réalité. Et c'est une réalité qui n'est pas seulement une réalité de la ville de Douala, c'est une réalité des grandes métropoles du monde entier. Donc, pas un combat, mais une dynamique permanente entre les exigences démographiques, les infrastructures, la satisfaction de tout le monde au quotidien. Tout y est. Donc, c'est la forme qui change en fonction du lieu. À Douala, peut-être que le désordre urbain s'associe au caractère naturel frondeur des Doualais. Voilà. Le désordre de Yaoundé, c'est peut-être un désordre qui mettra la cravate, mais il y a le désordre à Yaoundé, à Garoua, à Libreville. Donc, je crois que c'est une préoccupation au quotidien, mais qu'il ne faut pas que cette préoccupation empiète ou alors compromette le développement harmonieux de tout le monde. Alors, dans un article paru en 2020 et intitulé « Cameroun, l'urbain informel et ses paradoxes à Douala », j'adore bien ce titre-là, « L'urbain informel et ses paradoxes à Douala ». Donc, c'est un politologue qui s'appelle Rodrigue Nanangassam de l'université de Douala qui dit, et je le cite, « La ville de Douala se présente comme un monstre urbain qui suffoque. L'urbanisation et a fortiori la métropolisation se font dans l'anarchie, dans l'ignorance ou le mépris des règles d'urbanisme et autres prescriptions environnementales. Rien d'étonnant dans ces conditions que la ville semble devenue un vaste piège pour ces populations coincées entre les nuisances sonores, la destruction des espaces de loisirs et les risques environnementaux et l'investigation de la rue au quotidien par un ensemble d'activités sociales, économiques, politiques et religieuses qui n'auraient pas trouvé place ailleurs. » C'est grave, docteur? Oh, c'est une analyse qui a ces points que nous pouvons apprécier, mais elle n'échappe pas à une analyse simpliste, à mon avis. Je crois que le seul terme que je retiens, qui vaille la peine, c'est paradoxe. Oui. Le paradoxe en ce sens que quand quelque chose qui n'est pas bien, entre guillemets, devient une nécessité vitale, alors on est dans le dilemme. Et c'est dans ce dilemme que se retrouvent tous ceux qui sont amenés à gérer les agglomérations. J'avais l'habitude de dire que dans ce genre de situation, la différentielle est pincée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que
vous avez à gauche un problème. Vous êtes en train d'imaginer les solutions. Mais vous vous rendez compte qu'au moment où vous avez trouvé la solution là devient un problème. Bon, vous voulez peut-être des exemples? Je veux bien. Alors, beaucoup d'entre nous, je prends seulement un secteur des transports urbains. Les Benskins. Bien malin, celui qui pourra nous dire leur nombre à Douala. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il dépasse 60 000 de cela. Bon, je ne sais pas qui les conduit, mais je sais que c'est les Camerounais. Je ne sais pas s'ils le font par complaisance ou par nécessité, mais je sais que c'est une réalité. Nous, les grands penseurs, on peut se dire, bon, Douala n'a pas un système de transport urbain de masse moderne. Du coup, on se rabat sur les motos. Il faut donc les métros, il faut, je ne sais pas, les bus, le tramway, tout un tas de choses. Nous sommes allés même jusqu'à réfléchir sur la navigation, sur le transport fluvial et autres. Bon, ça satisfait l'esprit. Supposons donc que par miracle, nous prenons la solution qui est plus ou moins simple. Supposons qu'il faut 1500 bus à Douala climatisés. Supposons même que les routes soient bonnes. Alors, ça satisfait l'esprit. Nous avons les bus et il y a les routes. Mais 1500 bus, même si vous mettez une rotation de 3 personnels, fois 3, sur les 24 heures, vous faites 1500 fois 3, ça fait 4500. Vous aurez donc résolu le problème de presque 2000 personnes, chauffeurs, motorball et autres. Tous ceux qui seront dans les bus seront à l'aise. Mais ce n'est pas la solution. Parce que prendre cette solution de manière isolée, vous allez mettre sur le carreau 60 000 personnes, moins 2000. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends, oui. Voilà. Moins 2000. C'est pour cela que j'aime pas souvent le mot changement. Il faut changer parce qu'on a une idée, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Vous préférez quoi à la place? Le déplacement des niveaux d'équilibre. Est-ce que ce n'est pas une fuite Ce n'est pas une fuite, puisque au bout du processus, il y a un changement harmonieux, parce qu'on tient compte de tous les paramètres. On ne peut pas dire que parce que les gens veulent les bus, bon, on va mettre l'argent sur les bus. Bon, les bus vont rouler très bien, mais vous ferez du mal à un certain nombre de personnes. C'est pour cela que j'ai toujours milité pour des solutions structurelles. Il faut oxygéner l'économie, c'est-à-dire créer des situations qui absorbent de plus en plus les jeunes. Mais s'il n'y a pas de projet structurant de manière équilibrée, alors on suffoque. En ce sens, on barbote. Moi, je suis arrivé à ADC, on n'attendait pas mon arrivée pour qu'on recrute 100 personnes. Donc, on raisonne toujours comme ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut investir, il faut des projets structurants, il faut des conditions qui favorisent ces projets, c'est-à-dire l'énergie et autres. Donc, la réflexion est plurielle. De l'autre côté, moi, je considérais cet informel comme l'éponge sociale. Les pouvoirs publics, ce qui est compréhensible, n'ont pas toujours la possibilité de satisfaire tout le monde. D'absorber toute cette demande en termes d'emploi. Voilà. Donc, les espaces urbains, ces petits métiers et autres, absorbent encore. Parce que ça n'a pas besoin de conditions particulières, des diplômes et autres pour les faire. Et dans une certaine mesure, distrait les populations et maintient
un pseudo-calme social. Mais on risque d'arriver, et on y arrive déjà, à une situation où cette éponge sociale ne peut plus être essorée. Je vais vous donner des exemples simples. Je suis bensiqueneur. Donc, je travaille au Carrefour TIF, ou bien au Carrefour Ado, je ne sais pas. Au départ, nous étions 5. Une 6e personne est arrivée. Aujourd'hui, nous sommes 50. Ça veut donc dire que par rapport à cet aspect bien précis, il y a saturation. Oui. Il y a saturation. Ce qui fait donc que, comme disait quelqu'un, il y a même déjà plus de vendeurs, plus d'offreurs de ces petites choses que d'acheteurs. Oui. Nous ne devons donc pas franchir la ligne rouge, celle de l'inessorabilité d'eux, parce qu'il n'y aura plus d'espace pour distraire, Oui. pour occuper. Oui. Alors, maintenant, de l'autre côté, oui, oui. dans une économie où plus de 70% est dans l'informel, Informel. alors vous allez vous enfoncer davantage. C'est pour cela qu'il y a aussi des mécanismes de formalisation progressive de ces petits métiers, de telle sorte que celui qui est acteur en profite, l'État aussi en profite. Oui. Voilà. Donc, c'est ces aspects structurels que nous avons examinés en gros. Je peux vous dire qu'une ville sans boussole peut aller dans tous les sens. Puisque vous voulez qu'on parle de la ville de Douala. Une ville sans plan de directeur d'urbanisme est une ville qui... Absolument. Alors, le premier plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala, c'était en 1959. Peut-être vous n'étiez même pas encore né. On l'appelait Plan d'Orient. Oui. Le deuxième plan n'a abouti qu'en en 2015, plus de 40 ans après. Entre-temps, il y a eu un certain nombre de plans de développement et autres, mais on travaillait suivant le plan de ce qui était suffisamment dépassé. C'est pour cela que si je dois faire le bilan, il faut d'abord relever que le fait d'avoir un nouveau plan directeur d'urbanisme, c'est déjà quelque chose, parce que Douala a la lisibilité et la visibilité par rapport à son développement. Nous, on l'avait fait à l'horizon 2025. Je pense que certains aspects sont plus ou moins dépassés. Ceux qui ont pris le relais, certainement, sont en train de réajuster les choses pour qu'on lance aussi les choses, le cap pour 2030 ou bien 2030. C'est tous les 10 ans. Oui. Voilà. Donc, il faut un cadre dans lequel il faut se développer. Un cadre donc consensuel qui intègre donc tous ces aspects pour qu'il y ait un déplacement des niveaux d'équilibre pour que l'accessibilité aux services de base soit une réalité pour tout le monde. Alors, quand on vous écoute et quand on observe également la ville de Douala, on a le sentiment qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y a une explosion démographique dans la ville de Douala qui est palpable. Les statistiques parlent d'à peu près 100 000 nouveaux habitants qui s'installent à Douala chaque année. Comment on gère tout ça, ce flux de population qui n'arrive de déferler sur la ville de Douala pour toutes sortes de raisons, vous l'avez dit. Douala est une ville économique, les gens viennent se chercher. Oui, je pense que je dois vous féliciter, vous avez les bons chiffres. Oui. C'est même un peu plus de 100 000 qui arrivent par an, avec un taux de croissance de plus de 5%. Et on ne peut utiliser que l'image habituelle. Pendant donc les besoins, la démographie, tout cela prend l'ascenseur
les moyens pour le faire prennent donc la bicyclette ou bien les escaliers pour y arriver. D'où la recherche de solutions innovantes. Des solutions innovantes. Parce que quand on a évalué le nouveau plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025, il fallait à la ville de Douala 1400 milliards de francs CFA pour que tout se passe normalement. Et quand on a fait le pointage à l'époque, on avait déjà bénéficié de près de 500 milliards. Et il fallait aller rechercher 900 milliards de francs CFA, c'est-à-dire une moyenne de 125 milliards de francs CFA par exercice pour qu'on tienne bien. Mais nos avoirs ne dépassaient guère 40-50 milliards. Donc il faut aller chercher le gap de 75 milliards par an pour qu'il y ait un développement harmonieux de la ville dans tous ses compartiments, les infrastructures, les écoles, la santé et autres. Et je crois que c'est possible parce que toutes les études qui ont été faites ont prouvé que c'est possible. Parce que si nous exploitons bien le bien fondé de la décentralisation, si nous sommes conscients du fait qu'il faut impliquer tout le monde, si nous sommes conscients du fait que ce n'est que le jeu d'intérêt, donc il faut passer par les marchés financiers, alors si vous voulez 120 milliards par exercice, pour une ville de Douala à l'époque qui avait 3 millions d'habitants, ça fait 10 000 francs par tête et par trimestre. Ça fait 30 milliards par trimestre. Et ça peut se faire. Parce que ce n'est pas 10 000 francs qui soient difficiles à trouver, mais il faut qu'on ait la certitude que, en donnant ces 10 000 francs, j'ai deux intérêts. L'intérêt moral, parce que j'ai participé à cette dynamique collective, mais aussi certains placements, voilà. Donc, il faut qu'on entre dans les marchés financiers. Alors, et parlons justement d'entrer dans les marchés financiers, des solutions innovantes pour essayer de trouver de l'argent pour développer une ville. À l'époque, vous aviez porté un projet qui s'appelait la SMID, donc c'était la Société métropolitaine d'investissement de Douala, un projet qui visait à trouver des fonds pour essayer de développer la ville de Douala. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ce projet est devenu? Ce projet, même s'il souffre un tout petit peu, il n'est pas mort. Il a seulement eu la malchance d'être né. Alors vous êtes bien gentil, hein, vous parlez de souffrir un tout petit peu, là où beaucoup pensent qu'il est mort complètement. Voilà. Donc le projet est né pas à son temps. Au moment où nous n'étions pas encore capables, ce n'est pas péjoratif, de comprendre, parce que les marchés financiers, c'est une notion nouvelle. Elle est ancienne, mais c'est pas encore entré dans les habitudes camerounaises. Bon, donc, tout cela est arrivé quand nous avons vu les réalités de nos besoins, après avoir réceptionné le nouveau plan directeur d'urbanisme. Et il y a une constance. Si vous voulez vous développer, je n'ai pas trouvé d'autre. L'État n'a pas trouvé d'autre, il n'y a que deux piliers. Vous ne pouvez pas avoir des projets sans études. Donc, le premier pilier, la maturation des projets. L'autre pilier, c'est le financement de ces projets. Quand un projet est bien mature, le montage financier est bien bouclé, à 99%, il va se réaliser. Donc, c'est une carence généralisée. L'État en est conscient. Sinon, il n'y aurait pas une loi sur la maturation. S'il n'y aurait pas de pléiade de lois, d'incitation et autres, pour
intéresser le secteur privé, la société civile et autres. C'est pour cela que nous avons doit favoriser la création de 2 plateformes. Une plateforme qui se voulait être performante d'études, la société d'études de Douala. Oui. Parce que même les études, nous nous sommes rendus compte que le niveau, les performances sont un peu basses, excusez-moi de peu. Et quand on élève un peu le niveau, c'est les grandes firmes internationales qui viennent. Donc, je ne veux pas les citer ici, faire des études, tas de choses. Nous pouvons le faire. Et il y avait même la volonté politique, parce que dans le bon vieux temps, l'État avait déjà créé la CEDA. Donc, l'État sait que les études, c'est quelque chose de très important. De l'autre côté, l'autre pilier, c'est le financement. Il faut des financements innovants qui intéressent tout le monde. Il faut donc démocratiser la participation de tout le monde pour mobiliser l'épargne. Parce que je vous dis, 3 millions d'habitants, vous voulez 30 milliards, ça fait 10 000 francs. 10 000 par personne. Ce n'est pas. Nous avons la culture de l'épargne. Mais nous n'avons pas de plateforme sécurisée qui peuvent gérer ces choses-là très bien. C'est ce qui était à la base de la création donc, de la SMID. De la SMID. Alors, et vous étiez très, très ambitieux dès le départ, en 2018, quand vous lancez ce projet. Bon, c'est me donner trop d'importance. Nous étions très ambitieux. Oui. Parce que vous vous souvenez, vous avez couvert Absolument. la première phase, Absolument. qui était la phase de réflexion. Qui a mobilisé une 60aine d'experts nationaux et internationaux. Tous les départements ministériels impliqués avaient envoyé les experts. Donc c'était une volonté commune, doit assurer que la coordination, et puis je le faisais sous ma casquette de premier magistrat de la capitale économique. Économique, oui. Pas de Douala. Capitale économique, c'est un label national. Et ces experts ont évoqué tous ces problèmes. Quelle est la structure idoine où chaque Camerounais peut se retrouver? Bon, pour la sécuriser, il faut qu'elle soit privée. Donc, société anonyme. Anonyme. Alors, pour que le secteur privé se sente à l'aise, il faut qu'il soit majoritaire, 67%. Mais pour sécuriser davantage, parce qu'on aurait pu passer un communiqué, les gens viennent donner, viennent souscrire au capital. Mais faisons cela par appel public à l'épargne. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Par appel public à l'épargne. Ça veut dire que si M. Tagné avait mis ses 150 000, l'autre avait mis tas de choses, il faut d'abord qu'il y ait un sentiment que c'est une société qui appartient au peuple, à tout le monde. Voilà les choses qu'on peut mettre maintenant au ralenti que les gens n'ont pas compris. Mais en choisissant cette voie très compliquée, alors c'est là où ça perd les gens. Parce que vous devez avoir le visa du régulateur. À l'époque, c'est la Commission des marchés financiers. Oui. On a eu ce visa parce qu'on ne pouvait pas lancer l'appel public, tout un tas de choses. Vu nos missions, une société d'ingénierie financière, la société devient classée sous régulation. D'abord, la Commission des marchés financiers. Et quand il y a eu fusion au niveau de la sous-région, en 2019, le dernier visa, c'est-à-dire l'autorisation de fonctionner, nous est venu de la COSUMOF, la Commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale. Pour celui qui réfléchit donc, la SMID, est une société d'ingénierie financière, est une société classée, c'est-à-dire sous régulation, et également sous-régionale. Bon, et société anonyme. Nous avons pu convaincre dans un premier temps 2373 actionnaires. Donc ce n'est pas une société qui a 10 actionnaires, 20 actionnaires, mais qui symbolise donc
toutes les populations, parce que la diaspora y est, tout le monde y est. Vous nous avez vus, Oui. à Garoua, à Maroua, tant de choses. Un Donc, peu tous les partout. Camerounais, c'est Et la également société des Camerounais. Voilà. À l'étranger. À l'étranger. Donc, cet aspect d'appropriation, que voici notre société, n'a pas beaucoup attiré l'attention. Que c'est de cette façon-là qu'on peut même sécuriser. Alors, l'approche, à mon avis, étant un peu complexe, la démarche étant nouvelle, vous avez vu, au premier changement, il y a eu des confusions. Absolument. Il y a eu des confusions. Donc, ce qui fait que nous sommes tombés dans une crise qui n'avait pas raison d'être. Oui. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais ce que vous dites n'explique pas, ou alors ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il y a eu cette baisse d'enthousiasme-là, parce qu'on se souvient très bien qu'au départ, il y a eu une certaine volonté de participer à quelque chose. Vous avez fait le tour du Cameroun, y compris de la diaspora, où des gens ont bien voulu participer, mais en toile de fond, il y avait toujours ce problème de confiance. Est-ce que quand on regarde ce que tout cela est devenu aujourd'hui, on ne se dit pas, finalement, peut-être que les gens avaient raison, parce que le projet, c'est bien gentil quand vous dites qu'il est un tout petit peu entre pas très bonne santé, mais en réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il est mort, le projet. De toute façon, il n'y a pas de Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il n'y a pas de révolution sans choc. Oui. Ce qui n'a pas marché, je l'ai dit tantôt. Oui. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment expliqué. Oui. Peut-être les conditions n'étaient pas remplies, que tout le monde comprenne les méandres des marchés financiers et autres. Parce que je le vis maintenant, c'est maintenant que beaucoup de gens sont en train de comprendre un tout petit peu. Parce qu'au départ, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une communauté bis, tout tas de choses. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il y a eu tellement de faux semblants qui ont donc entraîné cela. D'abord, parce qu'on dit c'est l'initiative de l'État, communauté, un tas de choses. Bon, il y a une méfiance naturelle par rapport à un tas de choses. Nous l'avons vécu parce qu'on voulait 10 milliards au départ, on n'a eu que 5 milliards 4. Donc, cette méfiance était là. Maintenant, il a suffi qu'il y ait changement à la tête de l'exécutif. Oui. Pour que la confusion vienne donc encore sur un tas de choses. Bon, la confusion dans l'opinion, la confusion même des protagonistes qui n'arrivaient pas à faire la distinction des choses. Est-ce que finalement vous n'avez pas choisi un mode de financement du développement de la ville de Douala un peu trop complexe pour les gens, parce que beaucoup venaient dans le cadre d'une entreprise où on met de l'argent et au bout d'un certain temps, on va pouvoir rentrer, avoir des bénéfices de son investissement. C'est basiquement comme ça que les gens ont réfléchi. Hein. Oui, mais vous voulez qu'ils réfléchissent comment? Ben oui, justement. Je mets mon argent quelque part, il faut qu'il y ait le retour. Voilà. Mais je veux dire qu'il y a eu beaucoup de faux semblants. Oui. Premièrement, comme il y avait une notice d'information qui donnait le montage financier initial, validé par la Commission des marchés financiers. Ça s'est fait tout autour de 2 projets pilotes. Le marché New Daido et le parc de Besseke. Dans la tête de 90% des actionnaires, ils ont mis leur argent pour marché New Daido pour un tas de choses. Donc, et ils croyaient même que la SMID, c'est une société de construction. Non. La SMID devait opérer pour le compte du maître d'ouvrage, c'est-à-dire la communauté urbaine. Voilà. L'ingénieur financier l'accompagnait dans toute cette transaction. Je concède tout cela qu'il y a eu confusion. Parce que c'est maintenant qu'on dit, non, votre argent, même l'argent qu'on devait mettre au marché New Daido, on le mettait à un taux de 5%, validé par la consommation. Donc, si vous mettez 1 milliard, vous avez 5%, et les 5% peuvent être distribués. C'est d'ailleurs pour cela que, dans la notice d'information, au bout de la 3e année, on devait avoir un peu de retour. Absolument. Le retour n'était pas par rapport aux constructions. Parce que construire un marché, qu'on l'ouvre, qu'on l'exploite, qu'on amortisse, et avoir les dividendes, donc
tout cela, peut-être il y a une carence d'explication. Oui, bon. Tout ce que nous voulions, tout simplement, c'est que si quelqu'un ne comprend pas, il faut qu'on s'assiede tout autour d'une table pour revoir tout cela. D'autres faux semblants, c'était quoi? Bon, l'idée est arrivée d'où? De la communauté urbaine. Bon. Qui était à la communauté urbaine? C'est M. Tonnet. Bon. Qui est à la communauté urbaine? C'est M. Mbassa. Mais qui était un PCA? C'est M. Tonnet. Pourquoi il ne lui donne pas sa chose? Même moi, je suis au marché central, c'est comme ça que je comprends les choses. Oui. Et si vous voulez que les gens comprennent comme ça, ils vont comprendre jusqu'au moment où, actuellement, les gens ont finalement compris que ce n'est pas si linéaire. Oui. Alors, justement, vous étiez à la tête de cette institution en qualité de délégué du gouvernement, intuitu personae. Alors, une fois que vous quittez la communauté urbaine, cela signifie que vous êtes remplacé par ceux qui vous remplacent à la tête de la communauté urbaine, ou bien? Ça satisfait l'esprit. Oui. Mais, dans une société anonyme, vous avez un conseil d'administration. Oui. Si vous n'avez pas de clause particulière dans votre statut, c'est les statuts OHADA et les statuts de la société qui marchent. C'est-à-dire que le président du conseil d'administration est élu par ses pairs lors d'un conseil d'administration. Je veux dire que la place de la communauté urbaine était toujours là. Donc, il suffisait qu'il y ait un conseil au cours duquel le représentant de la communauté urbaine, parce que c'est la communauté urbaine qui est actionnaire, oui. Le représentant de la communauté urbaine pointe le doigt. Je veux être PCA. Fait sa campagne autour des 14 autres. Il peut ne pas être voté parce que c'est les pairs qui le votent. C'est noir sur blanc. Donc on a caché ces petits détails comme si je voulais m'accrocher. Non, il fallait qu'il y ait un conseil d'administration ou alors une assemblée générale qui renouvelle tout un tas de choses. Mais être PCA dans une société anonyme comme la SMID, par rapport à nos statuts, il faut être voté par tes pairs. Alors aujourd'hui, quel est le rôle que vous jouez dans la SMID? Est-ce que vous y avez encore un rôle? Le rôle que je joue? À la SMID aujourd'hui. Oui, à la SMID, je joue encore le rôle du président du conseil d'administration. Alors, est-ce que justement, à ce niveau-là, pardonnez-moi, ça ne peut pas créer une espèce de confusion, c'est-à-dire qu'étant entendu qu'il s'agit d'un projet qui est porté effectivement par la communauté urbaine, vous n'êtes plus le délégué à la communauté urbaine, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, vous y avez été remplacé. Comment on fait maintenant? C'est-à-dire, est-ce que vous avez encore la légitimité pour pouvoir y fonctionner, au risque qu'on pense que c'est une entreprise qui est à vous, en tant qu'individu? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut encore du temps pour qu'on explique. Mais sauf que pendant ce temps, pendant qu'on essaye de trouver le moyen pour expliquer, les actionnaires, les souscripteurs, ils s'impatientent, ils sont déçus, découragés. Non, je ne dois pas s'impatienter, puisqu'il y a un intense travail de reprise qui est en train d'être fait. Mais je voudrais, à l'attention de ceux qui vont nous écouter, éclaircir encore le rôle de la communauté urbaine par rapport à la SMID. La communauté urbaine a trois casquettes. La première casquette, la communauté urbaine, dans ses missions régaliennes, qui voudrait que tout projet, toute initiative d'intérêt commun qui entre dans les missions régaliennes d'une commune, d'une mairie, on peut accompagner. La communauté urbaine l'a fait avec brio. C'était la phase de l'équipe projet. La communauté urbaine a dépensé, a fait un certain nombre de choses. Même moi, tout le monde dit merci à la communauté urbaine d'avoir fait son travail normal, d'accompagner, je ne sais pas, un projet, une école et autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a récolté au bout de la phase projet?
il y a eu des livrables, parmi lesquels les statuts, les projets de statuts. Nous entrons donc à la deuxième phase. Il faut créer donc la société telle que les experts nous ont suggéré. Et on pose la question, qui veut être actionnaire? Donc ça, c'est librement qu'on le fait. La communauté aurait pu dire, j'ai fait mon travail, j'ai facilité un certain nombre de choses, mais être actionnaire, ça ne m'intéresse pas. Encore que c'est l'abus de langage. Pour entrer dans une société privée comme ça, anonyme, c'est l'État du Cameroun qui va souscrire à travers un de ses démembrements. C'est pour cela que nous avons respecté tout cela. On a eu l'autorisation de l'État du Cameroun à travers le ministre des Finances, puis c'est les fonds publics, pour qu'un de ces démembrements fasse partie. Voilà. Donc la CUD est CUD actionnaire, comme tout le reste. On peut l'appeler comme on veut, actionnaire préférentiel, actionnaire, un tas de choses, n'a pas plus ni moins de droits que les autres actionnaires. Oui. Alors, la troisième casquette, la CUD, premier client de la société, de la SMID, société qui devait l'accompagner dans ses projets. Donc, et cela est adossé sur une convention de délégation de services publics sous forme de concession. Oui. Si le marché unilatéral n'a pas été fait de tas de choses, ce n'est pas les statuts. On regarde cette convention. Oui. C'est pour cela qu'on voit CUD de tas de choses. Donc, en ce qui me concerne, rien ne pouvait empêcher qu'un représentant de la CUD ou bien d'autre soit PCA. Oui. Bon, je voudrais aussi vous dire que ce cordon ombilical a été coupé le 29 décembre 2020. C'est-à-dire je suis PCA, pas parce que je représente la CUD. Je suis PCA parce que l'Assemblée générale, en renouvelant ses administrateurs, m'a coopté. Oui. Et qu'au sein donc du nouveau conseil d'administration, j'ai été élu. Il nous reste 2 minutes pour sortir de cette émission. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé, très rapidement, qu'est-ce qui a été réalisé par la SMID jusqu'à présent? Ce qui a été réalisé par la SMID jusqu'à présent, c'est d'abord mettre en place l'exploitation. Oui. Après qu'on ait payé tout ce qui est frais d'établissement et autres. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de bureaucratie là? Ce n'est pas un problème de bureaucratie. Non, ce n'est pas un problème de bureaucratie. Vous ne pouvez pas avoir une société anonyme de capital de 3,4 milliards et vous restez au quartier. Non. Oui. Donc, il faut qu'on installe les gens. Il faut que le personnel soit là. Il faut qu'on suive les projets. Et la SMID a suivi les 2 projets jusque là où le régulateur voulait qu'on le fasse. Parce que montrer comment nous avons fait l'ingénierie sur ça. C'est-à-dire jusqu'au business plan. Parce qu'après le business plan, on devait donc passer l'appel à manifestation pour que ces projets soient vendus. Le premier a été vendu, c'est-à-dire BSEC. Oui. Le deuxième, les business plans sont là. La COSUMAF a même fait un audit là-dessus. Et après ça, ils nous ont dit, vous pouvez donc maintenant mettre dans votre statut vraiment tous les aspects d'ingénierie financière. C'est une injonction positive. Pendant ces 2 ans, nous n'avions pas l'obligation de recette. Parce que les 5,4 milliards qui ont été levés ont été divisés. 1,2 milliard pour l'exploitation, tout un tas de choses. 1,7 milliard pour nous d'aide 1 milliard, en termes de préfinancement. Et il fallait donc qu'on élabore nos projets propres. Nous avons donc élaboré nos projets propres. Donc pendant ces 2 ans, la SMID a mis en place un certain nombre de choses, les logiciels et autres, pour que les projets propres, on n'a pas le temps, soient faits.
Maintenant, on ne peut pas sortir d'ici sans que je vous dise Allez-y. que les gens disent que l'argent est fini à la SMID. Il ne reste que 26 millions, 36 millions de francs CFA. Rassurez-nous, il en reste beaucoup plus. Voilà, plus de 3 milliards. Parmi ces 3 milliards, il y a 1 milliard 125 millions de francs CFA qui ne sont pas encore reversés, des sommes dues par la communauté urbaine. Mais ils n'en parlent pas. Bon, ce qui est aussi un peu bizarre, c'est que on ne peut pas, par rapport à une société comme ça, faire taire, mettre à l'oubliette 2000 personnes. Quand on parle de la SMID maintenant, on voit Antonin, on voit Ambassade. Non, ce n'est pas bon. Quand bien même il y aurait malversation financière, tout tas de choses, on regarde une société, on met un PCA. Non, on oublie qu'il y a un directeur général. Donc je suis seulement en train de vous dire que tous ces malentendus durent depuis 2 ans maintenant, nous ont amené donc, après la mise en place d'administrateurs provisoires, tout de ce, je n'entre pas dans ce temps, Oui. que tous les actionnaires ont constaté que ce n'était pas la bonne option. Ce n'était pas la bonne option. Parce que même moi, je suis actionnaire. Dans une société, si on dit qu'il y a un administrateur provisoire, je suis obligé de respecter. Parce que peut-être l'administration provisoire est là pour corriger les dysfonctionnements et faire relancer. Je ne savais pas que l'administration provisoire, c'était une perquisition, c'était un tas de choses. Bon, bref, on est donc, tous les actionnaires ont respecté la justice, qu'elle soit bien faite ou pas. Mais au bout d'1 an et demi, malgré les prolongations, vous avez suivi l'actualité. Donc les actionnaires ont dit non, nous ne pouvons plus continuer à suivre cette voie parce que jusqu'à présent, on n'a même pas un document, même pas de rapport. Oui. Donc actuellement, vous venez au moment où nous avons fait tous ces constats et que les actionnaires eux-mêmes, à travers les conseils, demandent donc qu'il y ait une assemblée générale consensuelle que nous sommes en train de préparer pour que nous ayons, on valide le plan de relance de la SMID. Donc, que les gens ne se découragent pas. Je le dis. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de la SMID? Vraiment en 2 mots. Pour Je ne suis même pas optimiste. Je suis très optimiste parce que il y a certaines entreprises, vaut mieux qu'il y ait ce genre de crise qui permettent donc de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'il y a eu des confusions et que les gens soient clarifiés. Dans l'assemblée que nous voulons faire, c'est une assemblée où l'actionnaire saura exactement ce qui s'est passé, ce qu'on va faire. Donc nous sommes optimistes parce que le projet est bon, le projet est pratique et bénéfique pour tout le monde, que ce soit. Et ne dites pas, la SMID, ce n'est pas seulement pour la ville de Douala, c'est pour tout le Cameroun, pour la sous-région. N'importe qui a un projet peut venir. C'est le métier d'actualité, l'ingénierie financière. Peut-être même que s'il n'y avait pas eu ce contretemps, on allait soumissionner aussi. Hein? On est devenu une société de bourse pour soumissionner. Pour soumissionner un tas de choses. Bon, une seule soumission, 3, 4, 5%, ça fait de l'argent. L'argent ne venait pas des constructions. Oui. L'argent venait de la politique de la masse. Parce que c'est les 10 francs, les 100 francs qui donnent des milliards. Ah, c'est ça, voilà. Merci. Oui, oui. Voilà, Fritz Ntonnet, merci beaucoup. Oui, oui. Merci de nous avoir reçus pour cette édition de cette émission. Autant le dire, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standing.
Hotel Loke d'Orsay. Better than what you imagine.